Jack London, Cro-Blanc. Chapitre 11. Le rejeté. La présence de Lip-Lip et ses persécutions continuaient à peser sur la vie de Cro-Blanc. Par force, il en devint peu à peu plus méchant et plus sauvage que ne le voulait sa nature réelle. Il acquit une triste réputation parmi les animaux hommes eux-mêmes. Réputation d'ailleurs justifiée. Si quelque part dans le camp s'élevaient des rumeurs ou une bataille, si une femme se plaignait à grands cris d'un morceau de viande volé, si un chien rentrait ensanglanté, on était sûr de trouver désormais Cro-Blanc mêlé à l'affaire. Les hommes ne cherchèrent pas d'où venait le mal, ils ne virent que les effets, et les effets étaient détestables. Pour chacun, il n'était qu'un rusé voleur, un animal détestable qui ne songeait qu'à mal, et une sale bête irrécupérable. Et lorsqu'il les regardait de son air narquois, toujours prêt à fuir sous les cailloux ou les bâtons, les femmes le maudissaient, lui répétant qu'il n'était qu'un loup, un sale loup, et que sa mort ferait plaisir à tout le monde. Il se retrouva ainsi au ban de la population entière du camp, car les autres chiens, suivant l'exemple de Lip-Lip, le plus fort d'entre eux, s'unissaient pour joindre leur persécution aux siennes. Sans doute aussi sentait-il obscurément ce qu'il y avait de différent en lui, son ascendance de loup et sa naissance dans la forêt inviolée, et cédait à cette répulsion instinctive du chien domestique pour le loup sauvage. Quoi qu'il en fût, leurs sentiments étaient réglés une fois pour toutes, et Cro-Blanc fut classé comme ennemi à abattre en priorité. C'est ainsi que, les uns après les autres, ils connurent la force des mâchoires de Cro-Blanc, car de combat en combat, il donnait maintenant plus de coups qu'il n'en recevait. Désormais, d'un combat singulier, il sortait invariablement vainqueur. Aussi, ses adversaires refusaient-ils ce genre de rencontre autant qu'ils le pouvaient, et dès qu'il entrait en lutte contre l'un d'eux, tous les autres accouraient à la rescousse et se jetaient sur lui. Obligé de se défendre seul contre tous, Cro-Blanc apprit beaucoup de choses. Il apprit comment résister à plusieurs assaillants en causant le maximum de mal à un adversaire isolé dans le minimum de temps, comment rester debout sur ses pattes quoi qu'il arrive. C'était là une question de vie ou de mort, car un chien renversé est à la merci de son adversaire. Il devint souple comme un chat sauvage, retombant toujours sur ses pattes. Même de grands chiens pouvaient le heurter par derrière ou de biais, de tout leur poids, Cro-Blanc se retrouvait toujours solidement ancré sur le sol. Il apprit aussi à supprimer les préliminaires dont les chiens ont l'habitude, comme gronder, hérisser leur fourrure sur les chaînes ou s'avancer en raidissant les pattes. Tout délai dans l'attaque signifiant l'arrivée de tous les chiens sans exception pour lui tomber dessus, il se mit au combat sans délai. Il bondissait sur l'ennemi sans lui donner le temps de se reconnaître. En un clin d'œil, le chien se retrouvait les épaules en charpie et les oreilles comme des rubans, avant d'avoir exactement compris ce qui lui arrivait. Avec l'effet de surprise, le chien était également aisément renversé, offrant au croc sa gorge sans défense, là où se donne la mort. Ce coup mortel et rapide, Cro-Blanc le tenait de générations de loups meurtriers, et c'était ainsi que sa mère tuait le gibier. Heureusement, comme il n'était pas encore adulte, ses crocs n'étaient pas assez longs ni assez solides pour lui permettre de le pousser à fond. Mais beaucoup de jeunes chiens étaient déjà revenus au camp avec le cou à moitié ouvert. Puis vint le jour où, au cours d'une bataille sur la lisière de la forêt, il renversa son adversaire sur le sol, le piétina d'un coup de canine, lui sectionna l'artère et où bouillonnait la vie. Le chien resta sur place, égorgé net. L'affaire fit grand bruit. Plusieurs Indiens avaient vu le combat de loin, et le racontèrent au maître du chien défunt. Les femmes firent chorus, chacune ayant raconté diverses affaires de viande volée. Ce soir-là, Castor-Gris fut assailli de récriminations et de vociférations, mais il interdit résolument l'entrée de sa tente où il avait mis Cro-Blanc à l'abri et refusa obstinément de le punir. Cro-Blanc fut donc haï de tous, haï des chiens, haï des hommes. Il n'était plus accueilli que par des grondements des uns, par les malédictions et les cailloux des autres. Il était sans cesse aux aguets, prêt à l'attaque comme à la riposte, et prompt à montrer ses dents blanches ou à gronder. Et lorsqu'il grondait, nul chien du camp ne pouvait rivaliser avec lui.
le nez froncé de contractions ininterrompues, la fourrure se hérissant par vagues successives, les oreilles couchées, les yeux à demi fermés de haine et les babines retroussées découvrant les crocs, il prenait un aspect à ce point sauvage et féroce qu'aucun assaillant ne pouvait s'empêcher d'hésiter une seconde. Hésitation qui pouvait d'ailleurs être fatale, Cro-Blanc profitant à l'instant de cet arrêt pour prendre l'avantage. Si l'hésitation se transformait, et c'était maintenant souvent le cas, même pour de gros chiens, en une digne retraite. Pour lui, il considérait en bloc tous les jeunes chiens comme responsables des persécutions dont il avait souffert, et puisqu'on n'avait pas voulu lui permettre de jouer avec les autres, il empêchait maintenant les autres de s'isoler. Tout jeune chien rencontré seul hors du camp par Cro-Blanc pouvait être considéré comme mort. Les plus heureux s'échappaient à grande peine, hurlant d'effroi, regagnant la sécurité du camp à la vitesse de la foudre, avec le louveteau à leur trousse, ameutant le camp tout entier. Il finit par s'aguerrir au point d'attaquer même les jeunes chiens en troupe, mais sa tactique était alors différente. Dès que la meute se précipitait sur lui, il prenait rapidement le large et distançait sans peine ses poursuivants. Dès que l'un d'eux, emporté par l'ardeur de la chasse, dépassait les autres, Cro-Blanc faisait un brusque crochet en arrière et lui réglait son compte, puis il détalait de nouveau. Ce stratagème réussissait à chaque fois, les jeunes chiens s'oubliaient toujours, alors que Cro-Blanc restait toujours prudent. Cette guerre était devenue pour les jeunes chiens une sorte de sport amusant et mortel. Souvent, Cro-Blanc les entraînait dans les bois voisins du camp, où ils ne tardaient pas à se perdre, et inquiets, appelaient leurs compagnons. Habitués au wild et guidés par leurs appels, ils survenaient alors de son allure silencieuse et oblique de loup, et les surprenaient un à un. Ou bien encore, il se divertissait à leur faire perdre sa trace en traversant un cours d'eau, et, étendu tranquillement sous un buisson, écoutait avec délice leurs cris de rage et de déception. La bonté, l'affection étaient des sentiments inconnus de Cro-Blanc. On lui avait appris la force et la férocité, à obéir au fort et à opprimer le faible. Il appliquait ce qu'on lui avait appris et rendait autant que possible le mal pour le mal. Castor Gris était un dieu, et un dieu fort. Il respectait Castor Gris. Mais les autres jeunes chiens étaient des faibles. Il les détruisait. Il devint peu à peu d'une vigueur de fer, avec des muscles et des tendons d'acier. Il devint plus rusé, plus intelligent que les autres, plus rapide et plus endurant. Il fallait qu'il devînt tout cela d'abord, parce que c'était dans son hérédité de loup. Ensuite, parce que dans l'environnement ennemi où il vivait, il lui fallait cela s'il voulait survivre. Fin du chapitre 11.